Me voici avec Isabelle Servon, l'auteure du livre Rêve ta vie, vis tes rêves. Bonjour Isabelle. Bonjour Nicolas. Enchantée. Nous avons eu la chance de nous rencontrer pendant le festival École de la vie. Mm. Et, euh, et en fait, voilà, on a parlé aussi de tes livres. On a déjà parlé de faire une interview. Maintenant, on enregistre ça pendant le temps de confinement. Donc, ça, il y a quelques mois qui se sont écoulés. Oui. Je lis ton livre, Rêve ta vie, vis tes rêves, 30 clés pour apprendre, pour prendre ta place dans ce monde. Le livre qui est destiné aux adolescents, n'est-ce pas? Exactement. Comme, Et comme le premier, en fait, j'en ai écrit quatre et les trois premiers sont destinés aux adolescents. Oui. justement, est-ce que tu peux te présenter succinctement ton parcours? Je sais que tu as vécu aussi aux États-Unis, tu as enseigné aux États-Unis. Est-ce que tu peux présenter pour le public qui te découvre? Et, Oui. euh, et comme ça, on va pouvoir passer au vif du sujet. Ok. Donc actuellement, effectivement, je suis entre autres auteur de plusieurs livres, coach, formatrice. Je donne aussi des conférences dans ce que j'appelle l'orientation positive. On pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais en fait, j'ai un parcours professionnel ultra atypique. Si je le fais en grandes étapes, études plus ou moins subies, pas forcément mon choix. J'ai un diplôme, un master 2 en économie et gestion. Je deviens professeur d'économie et gestion. Et j'ai commencé en fait ma vie professionnelle en étant enseignante en lycée. Et après, je suis partie aux États-Unis et effectivement, j'ai enseigné dans une université qui est très connue, qui s'appelle Stanford en Californie, où j'ai enseigné pendant 7 ans. Pendant les 10 premières années de ma vie, j'ai été enseignante. Et puis, je suis rentrée en France par mon choix. Et là, j'ai pris du temps pour moi et je me suis posé vraiment la question de ce que je voulais faire. Je voulais plus enseigner, ça faisait plus de sens, en tout cas pas l'économie et gestion et ni le français, ce que j'enseignais aux États-Unis. Et j'ai fait plein de petites choses jusqu'à me demander que cette construction personnelle, en fait, m'avait pris vraiment beaucoup de temps et je me suis dit, bah, tiens, l'école m'a pas accompagnée dans ce chemin de vraiment me connaître, me reconnaître et exprimer mon potentiel, vivre une vie sur mesure. Et donc, j'ai pris du temps pour m'interroger sur ce qui se passait à l'école. Alors, ma famille aurait pu le faire, mais si la famille ne le fait pas, l'école, pour moi, c'est un vrai projet de société et d'humanité. Et du coup, j'ai fondé une association pour observer comment on fait l'école dans le monde, dans plein de pays du monde. Donc, c'était l'association École du Monde, acteurs en éducation. Et ça nous a amené à découvrir et d'avoir une vision globale de d'autres systèmes scolaires du monde et prendre conscience que c'était vraiment des choix de société très différents et qui nous amenaient à vivre, à construire un monde différent. Et à un moment, il y a eu un événement qui a fait que, alors que j'aspirais à faire évoluer l'école, je me suis rendu compte que ça prendrait vraiment beaucoup de temps. J'étais à l'UNESCO, j'avais quand même été jusqu'à être invitée à l'UNESCO dans un événement. Et là, je me suis dit, il y a trop d'incohérence entre ce qui était dit et ce qui était fait. Et je suis rentrée, j'étais en train de voyager dans différents pays. J'ai décidé d'écrire un premier livre destiné aux jeunes pour leur montrer à quel point ils sont précieux, uniques, merveilleux, mais finalement qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils ne se reconnaissent pas, afin qu'ils prennent leur place. Et d'un premier livre qui a eu énormément de succès, ça m'a permis d'en écrire un deuxième, un troisième, un quatrième. Celui dont on parle maintenant, c'est le deuxième. justement, le premier livre, il s'appelle comment? Il s'appelle 30 jours. Je les ai pris à côté pour juste les montrer. Donc, c'est celui-ci. 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves. Ça, c'est ton best-seller numéro un. C'est mon best-seller numéro un. Ouais. C'est le premier qui a eu un succès surprenant parce qu'en moins de 3 mois et demi, il était devenu best-seller dans la liste des best-sellers de la Fnac France, réédité plusieurs fois en quelques mois. Donc, c'était intéressant parce que quand j'ai fait cette proposition à l'éditeur, il était super frileux en disant les adolescents ne lisent pas, ça les intéresse pas, le développement personnel pour les jeunes, c'est pas du tout ça. Et puis finalement, contre toute attente, ça a été un gros succès, ce qui qui m'a permis d'en écrire d'autres et voilà, de partager ce qui était important pour moi. Justement, tu as dit quelque chose de super intéressant, c'est le développement personnel pour les jeunes. Est-ce que c'est uniquement des jeunes, des adolescents qui lisent ce livre ou c'est aussi les parents qui lisent? En fait, je l'ai écrit
en fait, les 3 premiers sont vraiment pour les jeunes et je les ai vraiment écrits pour eux. Maintenant, je me rends compte à l'usage qu'il y a des… Alors déjà, c'est un outil livre, donc tout le monde n'est pas à l'aise avec le livre. Maintenant, c'est plus la vidéo pour les jeunes et c'est vers là qu'il faudra que je m'oriente. En tout cas, dans un premier temps, c'est ce que j'ai proposé. Donc, ceux qui sont curieux, à l'aise, il n'y a pas grand-chose en développement personnel pour les jeunes, donc ils s'en emparent et ça marche très, très bien. Et par ailleurs, et ça, je ne m'y attendais pas, c'est… finalement, le livre est utilisé, alors soit comme tu viens de le dire, par les parents qui s'approprient les contenus, alors soit déjà pour eux-mêmes, parce que c'est quand même une vulgarisation de plein de choses, et à la base, c'était mon premier livre, il y a plein de gens qui l'ont pris et qui ont fait toute la démarche pour eux-mêmes, mais certains parents, c'est pour apprendre, pour partager, et il y a aussi énormément de coachs, thérapeutes, enseignants qui les utilisent, qui s'approprient les outils, à la fois en termes de changement de pensée, mais à la fois les outils pratiques, les exercices pratiques pour les proposer en individuel ou en collectif. Alors, moi, j'ai lu donc, hier et ce matin le livre Rêve ta vie, vis tes rêves. Déjà, j'ai adoré le sujet. J'ai adoré le titre. Je connais tous les concepts parce que ça fait une dizaine d'années que je suis déjà disons, dans le développement personnel. Maintenant, ce que j'ai adoré, c'est la légèreté avec laquelle tu as écrit. C'est la manière dont il est construit aussi. C'est comme on peut prendre des pépites aussi, voilà, avec les 30 clés. Et ce que j'ai vraiment kiffé, vraiment adoré, c'était les exemples et les liens vidéo que tu mettais pour voir justement les exemples, les applications. Et puis, cette ouverture, c'est que tu n'es pas resté en fait dans ce qui est juste voilà, côté théorique, mais tu donnes les exemples. Et en plus, tu as déjà fait des liens vers les vidéos. Donc, tu disais, ouais, c'est un outil livre, mais en même temps, tu as déjà fait des choses. Et ben, on va revenir. Juste Ouais. avant de voir quelques clés, comment le livre est construit, etc. Est-ce que, par exemple, ton voyage aux États-Unis, enfin, pas juste le voyage, tu as vécu J'ai 7 vécu ans, 8 ans. J'ai vécu voilà, 8 8 ans aux États-Unis. ans. Est-ce que ça avait une influence sur tout ça? Énorme. Énorme. En fait, il y a 2 aspects. Il y a le fait de vivre à l'étranger qui, je pense, déjà change un état d'esprit parce qu'on vient d'une culture et dans cette culture, on pense que les choses, c'est la norme, c'est normal. Et en fait, on va dans une autre culture et on découvre d'autres façons de faire, d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre. Et ce petit écart que ça ouvre amène au questionnement, mais finalement, qu'est-ce que je veux? Donc ça, je pense que la richesse de vivre à l'étranger et de s'ouvrir à d'autres cultures, mais particulièrement de vivre à l'étranger, c'est un des plus grands trésors d'une vie. Il se trouve que pour moi, par ailleurs, c'était aux États-Unis, donc en Californie, en plein cœur de la Silicon Valley, dans cette prestigieuse université de Stanford, où à 25 ans, finalement, alors j'étais juste effectivement professeur en France, mais on m'a proposé un poste en or. J'étais quand même enseignante dans l'une des plus grandes universités au monde. Et on m'a offert cette opportunité en disant bah, écoute, si ça fonctionne, on te garde. Si ça ne fonctionne pas, au revoir. Et puis de fil en aiguille, on m'a donné de plus en plus de cours jusqu'à me titulariser. Juste, voilà. Et l'histoire s'est faite. Donc en fait, les États-Unis ouvrent quand même, en tout cas en particulier là où j'ai vécu, Californie, Silicon Valley, un énorme champ des possibles. Ta vie t'appartient, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu en fais, et il y a vraiment un état d'esprit effectivement anglo-saxon, ultra pratique, ultra pragmatique. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit, comme tu as dit. Hein. J'allais dire mindset, mais c'est mieux l'état d'esprit, c'est plus français. Mindset, état d'esprit, c'est la même chose en fait. Oui, je sais, mais je préfère utiliser français-anglais. en français, oui. Donc, c'est comme ça là-bas. En tout cas, ce que moi, ça m'a apporté, il y a ce qu'on appelle le rêve américain où on te donne ta chance et à toi de la prouver. Et tu vois, par exemple, moi qui ai travaillé un moment sur… j'avais créé un cours qui s'appelait Trouver un stage ou un emploi en France. Ce qui était intéressant, c'est quand j'accompagnais mes élèves, donc américains ou plein d'autres nationalités, à écrire une lettre de motivation en français. Et ben, une lettre de motivation en français, c'est sur tes
tes accomplissements, tes résultats, ce que tu es capable de faire. Une lettre de motivation aux États-Unis, c'est vraiment qui tu es, ce que tu veux, quel est ton projet de vie et comment ce travail s'inscrit dans ce projet de vie sans dire que tu vas le faire ad vitam aeternam. Voilà où j'en suis, voilà ce que je vais peut-être pouvoir vous apporter. Je suis plein d'énergie, je suis plein de créativité et une lettre de motivation est vraiment basée sur une motivation, une personnalité, une créativité et je trouve que ça fait toute la différence. Donc oui, il y a un état d'esprit totalement différent et à la fois quelque part posé avec en termes d'objectifs parfois et le plus souvent d'ailleurs et en termes de ok, qu'est-ce que je fais pour le lien entre le maintenant et ce que je veux. Mhm. Euh, je comprends mieux pourquoi la première partie dans le livre, tu as noté ta contribution au monde. C'est, moi, ça m'a parlé tout de suite. Enfin, je me suis imaginé que j'ai un adolescent devant moi qui a très souvent, manque de confiance, plein de complexes, des questionnements sur ce monde, etc. Et, et ben, toi, tu dis, ben, voilà, imagine que ta contribution au monde, quelle est ta contribution? C'est vraiment là une prise de conscience, en fait. Mm. Une prise de conscience avec une dizaine de clés. C'est le message presque le plus important que je veux faire passer. En fait, on est tous des personnes d'influence, assurément, et on est tous des trésors. Je vois vraiment, sincèrement, chaque personne comme un véritable trésor. Et après, mon travail à moi, c'est presque de l'accompagner à révéler ce trésor en termes de potentiel, en termes de changement d'état d'esprit d'une posture plutôt passive à une posture plutôt confiante, responsable et proactive, et avec le pragmatisme du passage à l'action. Et j'aurais pu écrire un livre entier sur la contribution au monde tellement c'est important pour moi. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un livre actuellement qui va dans cette idée en termes de personnes d'influence, de contribution au monde. Chacun peut faire la différence et chacun est merveilleux et a un rôle à jouer et nous sommes tous surtout interdépendants et c'est important de se repositionner dans le collectif. Le collectif nous sert et nous servons le collectif et recréer ce lien est ultra important pour nous et tout le monde, on est tous, c'est qu'on n'en a pas conscience, on est tous des grandes personnes d'influence par une parole que l'on donne, par le regard que l'on porte sur quelqu'un, par un simple sourire, par un témoignage. En fait, on fait la différence tout le temps. Alors, si je reste dans la dualité, ce sera positivement ou négativement, mais en tout cas, on est tous des personnes d'influence. Jusqu'à présent, la plupart des gens le subissent, ne le savent pas. Quand ils prennent conscience de ça et donc du coup de leur puissance dans la capacité d'être influence par rapport à leur vie ou sur leur environnement, alors ça fait toute la différence. Et on commence à devenir libre de créer une vie sur mesure et de contribuer à une vie qu'on aimerait voir émerger. Ça me fait penser à cette personne d'influence. Il y a quelques années, j'étais au premier séminaire de Neurobusiness School avec David Lefrançois et Yannick Alain. Et justement, David Lefrançois expliquait en chiffres, il a chiffré aussi ça, c'est qu'on est tous personnes d'influence, même sans être pas forcément formateur ou enseignant. Une seule personne qui est, voilà, mon influence en tant que, disons, personne qui n'est pas formateur, mais qui a une vie quotidienne, qui fréquente, bien évidemment, qui a un travail, qui fréquente des gens, je peux influencer jusqu'à 1000 personnes avec mon comportement. Alors qu'un formateur, il peut influencer jusqu'à 1 million de personnes parce que j'influence une autre personne et puis ça fait un effet domino, tu en parles aussi. Mais il y a, et en fait, ce qui m'a beaucoup plu, tu racontes une histoire de l'étoile de mer. Je vais te demander de la raconter. Ouais. Elle est formidable. Justement, c'est parce que en fait, chaque geste compte. Même, tout commence par les petites choses. Est-ce que tu peux raconter cette histoire? J'adore cette histoire. J'aime beaucoup cette histoire parce que je trouve que métaphoriquement parlant, elles sont tellement fortes. Et donc, c'est l'histoire d'un homme qui va se promener avec son petit-fils en fait sur la plage et il y a plein d'étoiles de mer qui sont échouées sur le bord parce que voilà, ça a été la marée. Et le grand-père régulièrement se baisse et remet plusieurs étoiles de mer à la mer et son petit-fils rapidement lui dit mais papy, regarde toutes ces étoiles de mer, tu vois bien que tu ne pourras pas toutes les remettre et puis sûrement qu'à chaque marée il se passe la même chose, donc voilà, et c'est pas la peine de le faire en fait. Et le grand-père se baisse, va chercher une nouvelle étoile de mer, la remet à la mer et dit
pour celle-là, ça fera toute la différence. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que voilà, on ne peut pas peut-être effectivement sauver tout le monde. En plus, j'aime pas du tout ce terme sauver, ici, même si c'est approprié dans cet exemple, mais on peut tous contribuer. On est tous des personnes d'influence et on a tous un impact. Et peu importe l'âge, et c'est vraiment le message que j'ai essayé de transmettre. Alors, les adultes le lisent, mais vraiment dès le plus jeune âge. À un moment, je me suis intéressée à tous ces jeunes qui sont engagés ou qui vivent leur passion. Et il y a des jeunes qui publient des livres très, très jeunes, à 10, 11 ans. Ils publient des livres chez un éditeur qui créent des entreprises, qui mènent des actions humanitaires, qui font des choses incroyables et qui ont une capacité de se sentir en capacité de faire ce qui est important pour eux et ce qui les touche, ce qui les fait vibrer et ce sentiment de contribution. Moi, ça me touche beaucoup parce que c'est prendre conscience qu'on est tous liés. On est vraiment tous liés les uns les autres et l'individuel qui sert le collectif et le collectif qui sert l'individuel. J'ai rien d'autre à rajouter à ça. Oui, je pense qu'on voit aussi tout ça avec la situation actuelle de coronavirus. On est tous liés. Oui. On est vraiment tous liés. Oui, et c'est dommage, tu vois, d'en arriver là pour en prendre conscience. Enfin, cet événement nous ramène à ça, nous ramène à l'essentiel, nous ramène au vivant, au précieux. Mais si on pouvait éduquer dès le plus jeune âge à prendre conscience de la qualité de relation entre chacun, de prendre soin les uns des autres, d'apprendre à prendre soin de nous-mêmes aussi et de révéler en fait juste le potentiel qui est en nous et d'aider l'autre à révéler le sien. En tout cas, moi, je mets mon énergie à ce service-là. Peut-être justement, Corona est arrivé pour faire ça, en fait, pour faire des grosses prises de conscience. L'humanité, c'est clair, a pris une grosse claque là en ce moment. Et justement, quelle est la leçon qu'elle va en tirer, si on parle globalement? J'en sais rien, mais je profite en fait honnêtement de cette période de confinement pour me dire déjà de me recentrer. Je travaille beaucoup sur moi en fait. On travaille tous en fait, je pense, et c'est plutôt sain de travailler sur soi à toutes les époques de sa vie. Donc de me demander ce que je dois transformer en moi-même à l'heure actuelle, à observer ce qui se passe en moi et de me dire quelle est la place que je vais avoir dans ce monde qui va être en émergence. Il va y avoir un nouvel élan. Des gens voudront rester dans ce qu'ils connaissent, d'autres vont vouloir transformer. Il va falloir organiser tout ça. Il y a vraiment des choses à faire. De toute façon, on sait qu'on ne peut pas continuer à exploiter la terre, à creuser les inégalités et le bien-être mondial avec ces différences gigantesques de plein de choses. Donc, il y a une grande partie de la population, de plus en plus, qui œuvre à contribuer à un monde beaucoup plus sain. Et je crois que là, c'est l'opportunité de se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est bon? Et surtout, réfléchir aussi à tous les impacts, parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses des fois qui se font sans avoir réfléchi aux enjeux. Tu vois, là actuellement, il y a la 5G notamment qui est en train de se mettre en place dans le monde, où on pose des choses, on propose des choses sans avoir une vision globale de quels sont les enjeux, quelles sont les conséquences avant de proposer quelque chose. Est-ce que ça a été suffisamment bien étudié? J'en doute. Et donc là, on est dans une période de notre histoire où on est il y a des changements à faire dans tous les cas. Donc il y a certains qui le feront, d'autres qui résisteront. Et à savoir à chacun quelle est la place qu'il veut prendre dans ce nouveau monde. Alors, en fait, tu as fait une superbe introduction pour la clé numéro 3 et 4. Donc, premièrement, juste encore l'histoire de Colibri. Chacun, faire son job, chacun à son niveau. Déjà, à faire son travail. Et déjà, voilà, je fais avancer le monde à mon niveau. Et je me permets juste de rajouter, c'est presque son travail, mais c'est aussi ce qu'il est en fait. Tu vois, parce que le travail est des fois parfois connoté en termes d'obligation. Et c'est vraiment ce qui me touche en fait. J'exprime
ce qui me touche, qui je suis. Je suis cohérent, et c'est super important, je l'ai mis dans tous mes livres, la Oui. cohérence par rapport à mes valeurs. Mhm. Quelles sont mes valeurs et comment je les incarne. Et ça, je sais pas, peut-être qu'on en reparlera, mais pour moi, c'est essentiel. Oui, ben justement, il t'a parlé beaucoup de cohérence. Et aussi, bah, justement, le fait que l'avenir est accré. Donc là, déjà, rien que ça, pour moi, ça me parle énormément parce que c'est euh, prendre responsabilité de ma vie. C'est moi qui crée en fait ma vie, c'est moi qui crée mon avenir. Et puis c'est ça, c'est super important de comprendre dès le plus jeune âge que, tu as mis la citation, l'avenir dépend de ce que nous faisons dans le présent. De Gandhi, hein, c'est pas de moi. C'est ça, c'est le Gandhi, oui, c'est ça, Gandhi. Mais Euh, je le partage complètement. Donc oui. euh, et encore une autre histoire avec la Formule 1 où les pilotes, quand ils sortent des pistes, ben, ils regardent la route et pas le mur. Euh, Exactement. du Il est temps, tourné vers la solution, en fait. S'il c'est ça, oui. focalise, en fait, quand il perd le contrôle, le pilote de Formule 1, ça c'est une histoire que j'avais entendue de Tony Robbins, ce célèbre coach des plus grandes mondiales, des plus grandes célébrités, personnalités politiques, grands entrepreneurs, qui nous avait partagé cet exemple. Et de dire, voilà, quand un pilote de Formule 1 sort de la route, en fait, il va dans le mur, il ne faut pas regarder le mur, il faut aller dans la solution. Si tu focalises ton esprit vers le problème, tu renforces le problème. Il faut que tu focalises ton esprit sur la solution et qu'est-ce que tu peux faire pour y aller. C'est une sorte de programmation mentale vers la Oui, solution. Et je pense que de oui. toute façon, c'est bien tout le propos, c'est si tu focalises sur le problème, en fait, quelque part, sans le faire exprès, tu nourris le problème. Si tu te tournes vers, OK, ben, qu'est-ce que je peux faire, quelles sont les solutions possibles, sans savoir si le premier essai va être le bon, mais en tout cas, être tourné vers ce qu'il est possible de faire. Et là, du coup, tu es en ce qu'on appelle en puissance. C'est-à-dire, c'est pas que tu vas réussir, c'est-à-dire que tu es tourné vers les possibilités, vers les solutions. Mhm. Il y a aussi une chose que tu suggères à faire, c'est le journal de bonnes nouvelles. Oui, par Ah, je ne ailleurs. connaissais pas ça, c'est quoi cette Ben, idée? en fait, je suis partie du principe que, et je le fais d'ailleurs en période de confinement, je le fais normalement dans ma vie, mais notamment en période de confinement, c'est de limiter, de regarder les mauvaises nouvelles parce qu'on se sent vraiment très accablé. Mhm. Effectivement, il y a des mauvaises nouvelles de partout, le monde est large et on peut avoir des informations de partout. Donc, si on focalise son attention sur toutes les mauvaises nouvelles qui peuvent nous arriver en même temps, c'est émotionnellement très lourd. En tout cas, pour moi, qui suis une personne très sensible, comme beaucoup de personnes, c'est très compliqué à gérer parce que effectivement, on ne peut pas gérer tous les problèmes du monde. Et l'idée, c'est de se dire, bah, effectivement, si je commence à regarder sur ce qui va bien aussi, et donc dans la proposition, c'est de donner déjà plein de nouvelles qui montrent que le monde est plus en paix actuellement, même en période de confinement. On le voit bien, il y a aussi il y a plein de choses terribles qui se passent, mais presque au niveau des morts à ce stade, il y en a moins que si on était resté dans une période normale. Parce qu'il n'y a plus d'accidents de voiture en France, parce que les voitures ne circulent pas, parce que la pollution, parce qu'il y a plein d'autres choses où on n'est pas confronté à des situations de risque. La mortalité au niveau de la pollution aurait fait sûrement beaucoup plus de morts. Et actuellement, on voit les éléments qui se régénèrent, les animaux qui reviennent, l'eau qui se purifie, le ciel qui se purifie. Je voyais aujourd'hui même des images de Delhi où j'avais été allée, où il y a toujours un énorme nuage de fumée. Et là, il y a une qualité d'air. Alors, ça ne minimise pas tout ce qui est en train de se passer, la catastrophe humaine. Mais en tout cas, on peut se dire, ah bah tiens, il y a des choses aussi intéressantes qui se passent pour faire un petit peu de bien et apaiser le cœur. Donc, c'est... les nouvelles, de manière générale, nous alertent et malheureusement ne font pas la paire des choses. À 80 ou 90%, elles parlent des mauvaises nouvelles parce que leur rôle, quelque part, tel qu'on l'a conçu à l'heure actuellement, je ne suis pas sûre que ce soit le bon, mais c'est de nous alerter. Je pense que ce serait peut-être un peu de nous informer avec un vrai équilibre, voire peut-être plus de bonnes nouvelles pour changer notre état d'esprit et sortir de cet accablement pour nous amener tous à être dans une capacité à être en puissance parce qu'on se dit ah mais il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de gens qui font des choses, ah mais oui c'est possible, on va dans la bonne direction et ça Mhm. impulsera une énergie de ouf plutôt que de nous faire peur
on nous permettrait de se dire qu'il y a plein de gens qui font, et il y a plein de gens qui font, sauf qu'on en entend beaucoup moins parler que tous ces gens qui font le bien, entre guillemets, plutôt que des gens voilà, toutes ces choses qui ne vont pas. Oui, parce que faire du bien, c'est normal, donc on n'en parle C'est pas. ça, exactement. Et c'est exactement, on considère que c'est normal. Et non, ça fait, c'est perçu, du coup, c'est anecdotique. Non, c'est juste un regard qu'on doit changer, en fait. Dans ton livre, il y a aussi des encarts aventures du jour. Il y Tous a les jours même. beaucoup de choses. Tous les jours. Oui, tous les jours, oui, tout à Tous les jours. fait. Et, et je vois, il y a aussi, ben, moi, justement, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ça. Tu montres aussi des exemples. Par exemple, ouais, il y a des vidéos sur YouTube, tu donnes des liens pour être acteur du monde. Pour Oui. les jeunes, pour qu'ils puissent voir comment, par exemple, recycler les déchets. Il y a aussi le cartable scolaire en Côte d'Ivoire qui change la vie des enfants. Ça, je n'ai pas pu encore regarder. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi ce Ouais, c'est juste l'invention d'un gars qui a réussi à mettre sur les cartables un tout petit panneau solaire comme ça. Donc, quand les enfants vont à l'école, et ben, du coup, ou dans la cour de récré, le panneau solaire se charge. Et le soir, en fait, comme il y a parfois dans certains lieux pas d'électricité, ben, ce petit panneau solaire est raccordé à une petite ampoule. Et du coup, ils peuvent se servir de toute cette énergie stockée dans la journée pour le soir pouvoir faire leurs devoirs avec une lampe éclairée. D'accord, oui, Donc, c'est vrai que c'est une avec invention toute simple. Un petit panneau solaire ouais. rattaché à une toute petite une ampoule LED. Évidemment, ils ont du soleil toute la journée. Donc, Ben oui, mais la journée se termine plus tôt que dans le nord, par exemple. C'est, je crois, à exactement. 18h, 19h Et maxi. dans tous les endroits où il y a pas tout le confort que nous, on pourrait considérer comme normal, ça fait énormément de différence. Et tu vois, tu parlais, alors il y a des toutes petites choses, j'en ai plein d'exemples dedans. Et il y a aussi cet exemple que tu as peut-être vu de Boyan Slat, cet Hollandais qui enfin, il a commencé à 16 ans, mais à 18 ans, il avait conçu, il a été repéré pour avoir conçu un système qui s'appelle Ocean Cleanup. Et Ocean Cleanup est à ce jour le projet le plus ambitieux de l'histoire de l'humanité pour dépolluer les océans. À Ouais, l'origine, c'est un jeune garçon hollandais, Boyan Slat, 16 ans. Et des j'ai vu exemples comme ça. ça, j'en ai mais tellement, puisque notamment le concours international de Google, organisé par Google, identifie chaque année tous ces jeunes inventeurs du monde qui proposent des inventions pour changer le monde. Et donc, il y en a plein dans tous les domaines médicaux, agriculture, ou voilà, écologie. Et c'est des jeunes, puisqu'il faut avoir maximum 18 ans de mémoire, qui proposent des trucs de ouf. Et encore une fois, le plus grand projet, on réalise ce qu'on est en train de dire là, le plus grand projet de l'histoire de nettoyage des océans de l'histoire de l'humanité, c'est quand même un petit jeune à 16 ans, tout seul. Boyan Slat, au début, c'est juste un mec tout seul qui se dit, là, c'est plus possible, je veux faire quelque chose. Il arrête ses études. Et il se dit, je vais consacrer mon temps 2 ans à faire ça, à réfléchir à un système à la fois écologique et économique. Son truc, il marche parce qu'il y a un modèle économique derrière. Donc, les entreprises le reprennent parce qu'elles recyclent le plastique en pétrole plutôt que de simplement le récupérer. Et voilà, il a réussi à faire quand même quelque chose d'incroyable. Et on voit actuellement Greta Thunberg aussi qui prend sa place et qui impulse l'idée que les jeunes, et moi, j'en suis convaincue, je vois tout le temps, ils ont une créativité, un potentiel, un génie, des idées, une personnalité, une envie, un idéalisme qui est à soutenir, à développer, à valoriser, voilà. Justement, on arrive aussi à une clé qui dit regarde le monde avec un œil neuf. Oui. Et justement, cet œil neuf, les jeunes, tu dis il y en a 33 dans le monde, 33%. 30% de jeunes, ouais, de moins de 21 ans. 30% de jeunes de moins de 21 ans, 100% d'avenir, ouais. Voilà, c'est ça, parce que finalement, l'avenir qui les attend si on continue avec l'économie, l'économie qui, je n'ai pas le mot en français, mais c'est l'économie qui, ben, au jour d'aujourd'hui, qui exploite la terre et que c'est pas une économie durable, c'est une Oui, économie qui va se terminer un jour parce que les ressources vont se terminer. oui, Même si en Pologne, par exemple, moi j'habite en Pologne,
on dit que le charbon, il y en aura encore pour 200 ans. Ben, Ben, j'espère. désolé, hein. Ouais, et je trouve que je pense que si tu fais tout ce que tu fais, c'est que tu as gardé ton âme d'enfant. Et moi, je sais que quand j'étais, et moi aussi, j'ai gardé la mienne. Je suis restée une grande idéaliste. J'avais quand j'étais jeune, je comprenais pas cette injustice. Je voyais des gens qui étaient en train de mourir de faim en Afrique. C'était cette époque-là où il y avait beaucoup de famine. On voyait des images terribles. On en voit encore toujours de nos jours. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment des êtres humains peuvent permettre qu'il se passe ça? Ça a toujours été une source de questionnement et d'incompréhension. C'est toujours le même aujourd'hui. Et je me dis, bah tiens, cet idéalisme, comment finalement, toutes mes valeurs, tout ce qui est important pour moi, j'essaie à mon échelle, à ma modeste échelle, de faire ce qui me paraît juste, ce qui me paraît bien, ce qui me paraît sain. Et en tout cas, je mets mon potentiel à ce service-là. Et je sais que les jeunes sont encore très enclins à faire ça. Adultes, il y a parfois, des fois, une sorte de confort inconfortable qui amène à une forme de résignation pour certains et en se dire c'est pas possible. Moi, combien de fois j'ai voulu monter des projets et on m'a dit comme en France toutes les raisons pour lesquelles c'est pas possible. Et c'est peut-être ça la différence avec les États-Unis où là-bas dans certains endroits, en tout cas en Californie où j'étais, tu dis un projet et les autres vont dire ah bon et d'accord et comment tu vas faire, ah tu pourrais faire et on te donne plein d'idées. En fait on va pas te dire toutes les choses pourquoi ça ne va pas marcher et regarder le verre à moitié vide, mais on va te dire ah oui, tu veux faire ça? Comment tu vas t'y prendre? On va te questionner, tu pourrais faire, et on t'encourage en fait, ou on te questionne sur ton projet, et donc c'est quelque part regarder le verre à moitié plein. Et c'est la même perspective, hein. Le verre c'est le même, mais on le regarde d'une façon de deux angles différents, sachant qu'à la fois, comme tous les verres, il y a du vide, il y a du plein, et ça fait une globalité. Oui, il y aura des problèmes, oui, il y a plein de choses géniales, ça fait partie de n'importe quel développement de projet. Il ne faut jamais dire que tout est rose et que tout est simple et facile. Peut-être que ça le sera, peut-être que ça ne le sera pas. En tout cas, moi je dis toujours, ne pas essayer 100% d'échecs, essayer, on est peut-être capable de réussir. Oui, et comme tu dis, le verre, il est rempli en 50% d'eau et 50% de l'air, et Ouais. ça fait une globalité. Ben, justement, en fait, une des clés que j'avais aussi repérées, ben, c'est n'aie plus peur de te tromper et apprends à chaque expérience. Et ça, c'est une leçon. Je veux dire, quand on va à l'école, quand on est à l'école, on est noté. Enfin, surtout dans une école, disons, éducation nationale. Peu importe le pays sur cette planète, peut-être en Finlande, Oui, c'est déjà différemment dans d'autres différent. pays. Ouais, vraiment. Je peux en témoigner clairement. Mais là, en fait, on commence à être formaté. C'est volontaire ou pas, ouais, je mets la question de côté. En tout cas, c'est un fait. C'est que si, en fait, je, je donne une réponse et on va me noter là-dessus en disant, ah oui, là c'est bien, là c'est pas bien, c'est faux, eh bien tout de suite, le fait que n'aie pas peur de te tromper, ben non, je vais avoir peur de me tromper. Mm. Comment, en fait, d'après toi, quand je suis jeune dans l'éducation nationale, comment faire en sorte à ce que ne pas avoir peur de me tromper? Alors, je pense que honnêtement, c'est compliqué en France parce qu'on est tellement formaté et les enseignants sont ceux qui ont le plus peur de se tromper aussi, hein. Et moi, j'ai été comme ça aussi, hein. Maintenant, c'est vrai que je pense que c'est une indication. Moi, je dis plein de choses parce que ça, c'est vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je donne deux exemples qui me touchent beaucoup. J'ai réalisé en fait à un moment quelle est la seule façon d'apprendre, c'est de faire ce qu'on ne sait pas faire. On apprend à nager en nageant. On va dans l'eau alors qu'on ne sait pas le faire. C'est ultra courageux. On apprend à lire en lisant. On ne sait pas du tout ce que veulent dire les deux lettres ensemble. Donc la seule façon d'apprendre et donc de devenir meilleur et d'acquérir une compétence, c'est de faire ce qu'on ne sait pas faire. Donc moi, j'arrête pas de dire c'est ultra, ultra, ultra courageux. Alors après, notre curiosité naturelle fait qu'on a envie d'apprendre. Mais souvent, à l'école, malheureusement, on apprend des choses qu'on n'a pas forcément envie d'apprendre. Donc là, il faut s'y coller. Et la deuxième chose par rapport aux parents ou par rapport aux jeunes, je leur dis, mais j'ai plein d'exemples, mais les deux qui me viennent, donc le premier, c'est quelle est la seule façon d'apprendre? C'est de faire ce qu'on ne sait pas faire, donc c'est ultra courageux. Et le deuxième, c'est, d'après vous, combien de fois Robin des Bois a-t-il dû faire d'essais pour mettre sa flèche au cœur de sa cible? Et ça lui a pris des centaines, des milliers, des années
d'entraînement pour pouvoir réussir. Donc, en fait, la seule façon de réussir, c'est de s'entraîner. En fait, à chaque fois qu'on fait quelque chose, effectivement, on le valide par essai. C'est un essai, une erreur, mais en fait, avant tout, c'est une expérience. Et les jeunes le savent très bien quand ils font des jeux vidéo, ils n'hésitent pas à se tromper. Quand ils apprennent un instrument de musique, là, je fais le signe du violon, ils n'hésitent pas à se tromper. Donc, ça dépend du contexte. Moi, la seule chose, quand j'accompagne des jeunes par rapport à ça, je leur dis, pour les rassurer, vraiment, la seule chose que je ne sais pas, je suis sûre que tu vas réussir, à moins d'avoir un handicap compliqué ou la personne, je suis sûre qu'elle va réussir. Les deux choses que je ne maîtrise pas, c'est le temps que ça va lui prendre et la stratégie qu'il va falloir mettre en place pour qu'elle comprenne. En fait, c'est la clé. En fait, c'est comme si on avait des portes de compréhension dans la tête et il y a un trousseau de clés. Il faut essayer des clés différentes. Et des fois, il y a plusieurs portes à franchir. Oui. Et c'est pour ça qu'un enseignant, il est aussi précieux parce qu'il n'enseigne pas d'une façon. En théorie, il essaie de plein de façons pour que la personne acquiert le savoir. Mais en France, on a un gros travail à faire là-dessus. Tu as parlé aussi de les fameux 10 000 heures qui peuvent faire peur un petit peu, mais c'est la totale vérité. Pour atteindre un niveau d'expertise, on parlait de 10 000 heures, mais il y a aussi le concept de première 20 heures. Alors, je connais pas du coup ces premières 20 heures. Le concept de première 20 heures, c'est pour maîtriser déjà quelque chose. Par exemple, moi, pour maîtriser, comme j'ai jamais fait de piano, mais pour maîtriser les premiers comment dire, mélodies sur piano, j'ai mis 20 heures. Et en fait, ça, c'est un concept. Il y a aussi un TEDx, tu parles aussi de regarder les TEDx. Il y a un TEDx sur ça. Justement, les premières 20 heures, même, tu vois, moi, je suis spécialisé dans la lecture rapide. Pour la lecture rapide, c'est aussi les premières 20 heures qui vont compter pour doubler ou tripler sa vitesse de lecture, pour que les connexions neuronales se fassent dans le cerveau et pour que je puisse déjà être à un niveau supérieur. Bien évidemment, après, pour arriver au niveau d'expertise, on parle de 10 000 heures et là, je suis complètement d'accord. Mais peut-être pour faire moins peur, les premières 20 heures, c'est aussi quelque chose de super, super fondamental. C'est génial. Je ne connaissais pas et c'est génial. Effectivement, il faut oser transcender les premières difficultés, en fait, et dépasser le premier possible découragement. Après, les 10 000 heures, c'était vraiment pour prendre conscience, ramener en conscience que le génie naturel n'existe pas. Derrière, il y a avant tout du travail, en fait. Devant moi, j'ai l'image de succès, le iceberg. Exactement. Et en fait, moi qui adore les biographies, j'en ai eu plein et je suis hyper curieuse de connaître le parcours de plein de gens. À chaque fois, tu te rends compte, et je trouve que c'est la meilleure clé d'ailleurs de partage avec les jeunes ou les moins jeunes, c'est qu'ils lisent les biographies des personnes qui les inspirent le plus et ils vont se rendre compte de tous les échecs, de toutes les erreurs, de toutes les difficultés qu'ils ont dû transcender. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression, quand on voit une personne, exactement comme tu disais, l'iceberg du succès, où on voit juste la partie émergée de l'iceberg, la réussite, et puis tout le reste en dessous, les difficultés, les remises en question, tout ce qui a dû se passer, on ne le voit plus. Et bien, quand on lit le parcours des personnes que l'on aime, que l'on admire, et bien, on va se rendre compte que c'était beaucoup moins simple et linéaire que ce qu'on croit. Et il y a d'abord des enfances. J'écris d'ailleurs un livre là-dessus qui sortira d'ici quelques temps. Pas très longtemps normalement, mais d'ici 3-4 mois maxi. C'est justement le parcours inspirant de plein de célébrités et quels ont été leurs déclencheurs au niveau des clés de développement personnel, tu vois, ce qui leur a permis finalement de transcender toutes les difficultés qu'elles ont pu rencontrer, l'erreur et l'échec, une différence qui est vraiment majeure. Je prends l'exemple de Mimimati qui est toute petite à l'époque, pas du tout dans le panorama médiatique. Et comment finalement, ou Marie Curie qui naît en Pologne, comme toi, mais à une époque où les femmes ne peuvent pas faire d'études supérieures. Et par ailleurs, sa mère, sa sœur qui meurt quand elle est très jeune, elle est obligée de travailler, donc ça remet en question son appétence, son désir immense de contribuer aux avancées scientifiques. Et c'est incroyable de voir tout ce que ces gens ont dû faire. Alors là, on parle de Marie Curie, de Mimimati, mais là, du coup, il y a plein d'autres personnalités. Moi, j'en connais plein qui font
toutes, c'est même pas, il y a celles que je connais, mais toutes ont transcendé des enfances difficiles, des erreurs, des échecs, des remises en question pour se reconstruire et avoir une réussite professionnelle. Réussite personnelle, ça, des fois, on ne sait pas ce qui se passe derrière le tapis rouge, mais en tout cas, au moins une réussite professionnelle. Justement, on arrive sur la question, tu parles aussi en mode, entre guillemets, puissance. Oui. Et, tu as mis entre guillemets, la citation de Sénèque, la vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, mais apprendre à danser sous la pluie. Comment en fait, parce que là, on parle de puissance, donc quelque part, énergie interne qui me pousse. Il y en a qui vont parler de mission de vie, mais en fait, il y a des personnes comme ça qui avancent dans la vie, qui sont, il y a quelque chose qui les pousse, et il y en a qui vont complètement se mettre sur le banc, sur la touche, et puis qui vont attendre que la vie se passe. Voilà, est-ce que tu t'es penché sur la question? Alors, moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup, en fait. Comment chacun s'est construit. Alors c'est une histoire très longue. En fait, c'est l'histoire personnelle de chacun. Comme tu le disais, c'est un état d'esprit, en fait. Quand on est enfant, en fait, le jour où j'ai compris que la confiance en moi n'avait rien à voir avec moi, mais tout à voir avec les autres, ça a été une grande révélation. C'est-à-dire que quand on est petit, on est neutre, on arrive, on n'a peut-être rien demandé. Et en fait, c'est tout l'environnement qui va nous construire, les regards que l'on va porter sur nous et l'interprétation qu'on va en faire, toutes les expériences que nous allons vivre et comment on va se les approprier en termes de puissance ou d'impuissance. Ce qui est juste intéressant, donc moi, je sais que je serais née à la place de n'importe qui, à son âge, dans les mêmes conditions, avec le même environnement, exactement toute la même histoire, j'aurais exactement le même état d'esprit que cette personne. C'est évident. C'est pour ça que l'éducation a vraiment un rôle à jouer, l'éducation scolaire ou l'éducation des parents, pour pouvoir, ou des gens de manière générale, pour pouvoir accompagner au mieux un enfant à se respecter, à s'aimer, à commencer à comprendre qu'il est unique, mais en lien avec les autres, pas le centre du monde, mais juste connecté aux autres et qu'il a sa place à jouer comme tous les autres l'ont, et l'amener petit à petit à faire l'expérience de ce qui marche pour lui, ce qui ne marche pas, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, quelles sont ses valeurs, être en cohérence. C'est un accompagnement. Mais là, pour le coup, c'est vraiment changer un état d'esprit. Quand on a un état d'esprit en tant que, alors du coup, l'opposé presque de la puissance, c'est plutôt en mode victime. Je subis les événements, je suis encore tout mon passé. Et il y a effectivement de très, très lourdes histoires, mais on voit bien qu'avec des passés très lourds communs, certains ont réussi à être résilients, d'autres en sont encore victimes. Et comment est-ce que je pose des objectifs sur ce que je veux? Est-ce que je mets en place des choses? Et si je n'y arrive pas vraiment, si je suis je subis ma vie, c'est compliqué pour moi. Dans ces cas-là, eh ben, une des premières préconisations, c'est de se faire accompagner, de se faire aider. De se faire aider pour plein de choses. Alors ça peut être des accompagnements. Maintenant, on a la chance d'avoir des accompagnements thérapeutiques très, très courts pour changer les états d'esprit. Donc, ça veut dire travailler peut-être avec un hypnothérapeute qui va sortir des programmations inconscientes, parce que tout ça, cette impuissance, c'est finalement notre cerveau qui, par plein de biais, pour nous protéger, nous dit « Ouh, surtout n'y va pas, c'est dangereux ». Et on s'est programmé en disant « Ouh là là, c'est danger, danger, danger ». Et finalement, le fait d'apporter de nouvelles croyances, de nouveaux messages à notre cerveau va faire qu'on va oser. Et petit à petit, on va apprendre à se reconstruire. Donc, il y a des thérapies, certains auront besoin de thérapies sur le corps, d'autres d'un point de vue émotionnel, d'autres d'un point de vue psychologique, d'autres d'un point de vue spirituel, d'autres d'un point de vue, comme on vient de le dire, travailler sur les programmes et l'inconscient. C'est pour ça qu'il y a, dans ce livre dont tu parles, il y a quand même 10 clés sur la préparation mentale, c'est-à-dire tout ce qui fait justement qu'on se sent plutôt dans une impuissance ou dans une puissance. Et moi, quand j'étais jeune, je ne connaissais pas le rôle de mes pensées, le rôle de mes croyances, le rôle de mon inconscient. Et la plupart des gens à l'heure actuelle ne le connaissent pas. Et pourtant, c'est ce qui fait une destinée, c'est ce qui fait une vie. Donc, plus on l'apprend jeune, mieux ça se passe. Mais effectivement, quand on est jeune, on l'a jamais appris à l'école. Donc,
effectivement, la première chose, c'est que quand on est seul, c'est très compliqué de résoudre un problème parce que déjà, on ne voit pas quelle est vraiment la source du problème et surtout, on n'a pas été formé pour résoudre ce problème. Donc, je pense que se renseigner, apprendre, chercher, ou alors tout simplement dans un mode plus passif, se faire directement accompagner par un thérapeute, un coach. Oui, c'est ça. Si on a la chance de Quelqu'un qui tomber vous sur des inspire. bonnes personnes, Et, voilà. et ça peut être quelqu'un, je suis en train de penser, tu vois, si les gens qui se disent, mais ouais, mais moi, j'ai pas l'argent, ou mes parents peuvent pas, ben, ça peut être juste par quelqu'un que l'on aime vraiment, qui va nous accompagner. On réfléchit toujours mieux à deux, en fait. Et surtout, je vois, que ce soit des jeunes ou des adultes, ils ont parfois du mal à passer à l'action. Juste pour se mettre dans le mouvement et le fait de travailler à deux avec peut-être soit un ami, soit un adulte de référence qui dit bah, tiens, on va faire des petits pas. Tu as envie de ça? Ok, qu'est-ce que tu pourrais faire? On réfléchit à plusieurs solutions. Et finalement, quelle est la première solution que tu essaies de mettre en place? Tu t'engages à le faire quand? Comment? Avec qui? Tu as besoin de quoi? Et comme ça, on avance petit à petit en petits pas. Oui. Il y a tellement de choses à dire, désolée, Ouais, je te non, mais il y remercie, en a on plein. va parler trop longtemps. Déjà, Je n'ose pas il y a parler trop aussi. longtemps, donc je te fais un méga résumé. Mais j'écoute, hein, j'écoute avec Ouais, patience. Et ouais. en fait, oui, c'est vrai que tu en parles dans le livre hein, sur justement la PNL, les perceptions, tout ça. L'intelligence émotionnelle aussi. Ça, c'est plutôt déjà dans la partie ta pleine vitalité. Oui, parce qu'en fait, j'ai essayé de séquencer, mais Mais effectivement, tout tout est est lié, on est lié. bien Tout d'accord, est tout est lié. lié. C'était juste pour que ce soit plus facile à comprendre, mais effectivement, Oui, l'émotionnel est finalement l'une des clés les plus importantes. Je reconnais qu'il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai vraiment compris quels étaient les messages de mes émotions, enfin, ce que voulaient dire les émotions, quels étaient les messages associés qui m'a permis personnellement de transformer beaucoup de choses en moi. Je n'avais même pas réalisé que j'étais branchée mentalement sur la colère, alors que je ne l'exprimais absolument pas. Mais en tout cas, pour me donner de l'énergie physique, mon cerveau avait besoin de se focaliser sur les problèmes pour me donner, parce que la colère donne de l'énergie en fait. Pour me donner de l'énergie physique, oui. bah, je m'inventais des problèmes dans mon histoire, mais c'était un mode de fonctionnement et de pensée. Et donc, c'est toujours intéressant de prendre conscience de comment ça se joue à l'intérieur de moi. C'est toute la partie, effectivement, comme tu le disais, deuxième partie, troisième partie, préparation mentale en tant que ressource et toutes les autres ressources physiques, émotionnelles, relationnelles qui transforment des vies, en fait. J'aime beaucoup cette citation de Jim Rohn que j'adore et je ne connaissais pas cette citation. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. Exactement. Et il y a un autre, moi j'aime beaucoup, je le cite aussi beaucoup. C'était un proverbe indien qui dit prenez soin de votre corps pour que votre âme ait envie d'y rester. Mhm. Ah bah oui, exactement. Oui, Euh, j'aime beaucoup ça. Justement, en fait, le passage sur la vitalité, pour moi, c'est surtout pour les jeunes, c'est important dans le sens où c'est vrai qu'étant jeune, on prend pas toujours soin de notre corps. En fait, on a tendance peut-être à l'oublier et puis aussi prendre soin de son cerveau, Mhm. prendre soin de son cerveau et savoir, là tu le dis dans une des clés, le cerveau met 25 ans à se développer. Oui, carrément. Et ça, la plupart des gens ne le savent pas. Mm. Et effectivement, tout ce qui. Ils pensent que le cerveau est mature très, très jeune, alors que finalement, toutes alors, il évolue tout au long de la vie. Hein. Mais effectivement, le développement de la partie. Du cortex préfrontal, de toute la partie réflexion, elle devient mature à 25 ans. Donc, ce qui veut dire que tout ce qu'on va faire avant eh ben, altère la qualité de développement de notre cerveau, y compris des consommations abusives de choses. Mhm. Mm. Euh, une chose, et je suis content de voir ça dans ton livre, c'est justement le point sur le sommeil. Le sommeil, Oui. il y a un podium sur l'image. Sommeil, hydratation en deuxième place et oxygénation en troisième place. Oui.
Euh, je suis entièrement d'accord. Le sommeil, c'est quelque chose, enfin, c'est plus important que la nutrition même. Ben, c'était intéressant quand j'étais à Stanford, en fait, il y avait un cours sur le sommeil Mhm. et tous les étudiants qui prenaient, parce que généralement ils travaillent comme des fous, hein, c'est une université prestigieuse, donc ça veut dire que c'est ultra compétitif quand même et tout le monde veut être le meilleur, puis surtout ils sont parmi les meilleurs, donc du coup il y a du haut niveau. Et en fait, à chaque fois, du coup, ils réduisent leurs heures de sommeil pour travailler comme des fous. Et tous les étudiants qui prennent ce cours sur le sommeil, derrière, dorment beaucoup, en fait, ne négligent plus jamais dans leur vie leur qualité de sommeil parce que ce qu'ils viennent de prendre conscience, alors le sommeil a plusieurs rôles, mais notamment ce qu'on oublie profondément, c'est que pendant que notre corps n'est plus en activité, toute l'énergie toute notre énergie peut être focalisée sur guérir, prendre soin de notre corps, faire les connexions cérébrales, mettre en mémoire. Donc en fait, c'est le sommeil et tout le temps de régénération du corps en fait. C'est la période où notre corps peut se régénérer parce que notre énergie n'est pas mobilisée à parler, réfléchir, bouger, digérer, courir, marcher, bouger, voilà. Donc en fait, comme on est statique, l'énergie, le moment le plus important de la journée pour la régénération à la fois physique, guérison, intellectuelle, c'est pendant le sommeil. Et on voit bien que quelqu'un qui est malade, il va besoin de dormir. C'est le moment où il va encore plus besoin de se régénérer. Et Et ça, du coup, on comprend ça. On ne veut plus négliger, on n'a plus envie de d'une négliger. part, et d'autre part, on sait bien que le temps de sommeil pour les générations jeunes, il s'est raccourci. Hein. Oui, de Les 2 heures. générations d'avant dormaient plus. Enfin, moi, moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, j'avais besoin de me coucher à 22 heures chaque jour, même si j'avais le lendemain, si j'avais un contrôle ou autre. Pour moi, le sommeil, c'était vraiment le plus important. J'étais construit comme ça. Je préférais être pas préparé pour l'examen, mais il fallait que je dorme bien. Et ça permet derrière d'être attentif et concentré. Moi, tu sais, mon père était instituteur, donc en école primaire, et en fait, il était ultra convaincu que le sommeil était la clé de tout apprentissage. Donc, il nous couchait super tôt. À 8h30, on était couchés. C'était vraiment une règle quand on était tout petit. Hein. Après, on a pu aller un petit peu plus loin. Mais en tout cas, quand on était à l'école primaire, mon frère et moi, 8h30 couchés. Et il nous disait que moi, ça m'a marqué. Son élève la plus brillante se couchait. Alors, c'était un peu excessif. Mais à 6h30 du soir, en tout cas, tu peux interroger tous les enseignants, les enfants qui ne dorment pas bien, qui viennent fatigués, qui somnolent comme ça. Ils sont incapables de prendre les informations, même en étant passifs et en faisant autre chose, Mm. parce qu'ils sont trop fatigués. Là. Ils n'ont pas l'énergie pour apprendre, pour être attentifs, pour être concentrés. Donc oui, la qualité de sommeil est essentielle. Et les réseaux sociaux, actuellement, les tentations, Mm. TV, réseaux sociaux, jeux vidéo, font que ça grignote sur le temps de sommeil. Ouais. Et donc, du coup, sur l'attention, sur la concentration, sur la présence, l'écoute de soi aussi. Exact. L'une des dernières choses sur laquelle tu reviens en fait en fin de livre, c'est la citation d'Abraham Sutskever, si je prononce bien, Vas-y, dis-moi, je m'en souviens plus. qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais. Ah oui, mais Et ça me paraît bien. ça c'est quand même reste, je veux dire, et ça se voit, les personnes passionnées, c'est garder son âme d'enfant. C'est remettre la joie au cœur, en fait. La joie, le jeu, en fait. On sait très bien que pour apprendre, d'ailleurs, il faut être en joie et jouer. Et, et l'un des piliers, tu vois, de mon travail, et entre autres, mais pas que, d'accompagner les gens, les jeunes et les adultes, à trouver leur place professionnelle, ce qu'ils veulent faire professionnellement dans leur vie. Et l'un des 3 piliers de ça, c'est le plaisir, c'est la joie. Je me permets de donner les 2 autres piliers pour les curieux. Deuxième pilier, c'est s'appuyer sur ses forces et ses atouts, les points forts de chacun. Et le troisième, c'est le sens, et qui est en lien avec les valeurs, la contribution au monde et les rêves et les envies. Donc plaisir, sens et points forts et atouts. Mhm. Tu le dis aussi en conclusion, hein, un cœur qui t'offre la passion, un mental qui gère pour toi des milliards d'informations à la seconde, un corps fabuleux,
ait une singularité. Mhm. Euh, je te remercie beaucoup pour ton Je dirais partage. juste un cœur qui sent connecté à tout. À tout, Oui. hein. Parce que j'aime bien sortir, enfin, réconcilier l'individuel et le collectif. Donc là, il y a une notion d'individualité dans la richesse de chacun, mais en lien avec tous et tout. Tout. Nous mettons le lien vers le livre parce qu'il est tellement complet que donc je vous Ouais, invite là, je à… trouve qu'on l'a juste abordé en effet, mais c'est cool, hein. Merci quand même. Merci. Ça fait partie des intelligences.com. À chaque fois, on peut voilà, aller plus loin et puis Ouais, acheter le ouais. livre. Là, on a parlé. L'objectif, c'est de connaître aussi l'auteur, voir avec l'auteur les pépites et aussi le contexte, hein, comment le livre a été créé, quel était aussi euh, L'intention derrière, oui. voilà, l'intention et tout ça, ça complète énormément. Maintenant, voilà, il y a le livre à lire, à relire, à voir les choses et c'est ça en fait qui est passionnant. Je te remercie encore une fois beaucoup pour ton partage et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Au revoir.